Bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial Alafia Hebdo consacré à la situation sécuritaire au nord du Mali, notamment dans la région de Gao. Et vous allez également suivre plusieurs points de vue. Nous avons sur ce plateau M. Hafizou Maïga, il est enseignant juriste. Nous avons également sur ce plateau, à côté de lui, Anas Ahmadou de la FOSG, la Fédération des organisations de résistance civile de Gao. Et ensuite, en face, vous avez Monsieur Abouakrim Touré, il est communicant. Et à côté de lui, vous avez Monsieur Al-Mahdi Al-Mustafa Sissé, président de Songoï Chawara Bateau. Bienvenue à tous. Arrêt de travail de 48 heures décidé par plusieurs centrales syndicales à Gao le mardi et le mercredi dernier. Et également une manifestation de colère en raison de l'insécurité grandissante dans la région de Gao à travers les assassinats ciblés, le braquage, entre autres. Monsieur Maïga Hafizou, vous êtes enseignant, vous avez décidé pendant 2 jours de ne pas aller, en tout cas, de ne pas reprendre le chemin de l'école. Pourquoi? Est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre en danger l'avenir des enfants de Gao? Bonsoir à tous. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali. Par rapport à la question, je dirais que c'est pour mettre les enfants en sécurité. Parce que, vous savez, la sécurité dans la région de Gao, précisément dans la ville de Gao, c'est un problème maintenant. Tu es chez toi ou tu es sur ta moto, dans ton véhicule, on t'assassine, on prend ton véhicule ou ta moto. Donc, les gens ont décidé, avec les enfants dans l'insécurité comme ça, même à l'école parfois, les maîtres sont agressés par des gens qui arrivent en moto, ils perturbent les cours. Donc, on a décidé d'arrêter et de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette situation change un peu. Ce n'est pas seulement les fractions, les zones reculées, les villages qui sont plus en insécurité. C'est le lycée public, par exemple, le lycée Yana Mega, par exemple, est en danger, on va dire. Comme ça. Oui, ça c'est partout dans la région de Gao. Parce que le lycée a été fermé aussi, je crois. Oui, le lycée a été fermé. Parce que ce n'est pas seulement à l'entour de Gao. C'est même dans la ville de Gao. Même dans la ville de Gao, ces situations se présentent chaque matin. Et chaque matin, de 8h à 16h, tu trouves que des situations comme ça se présentent dans une école où des gens arrivent avec des motos, faire sortir les enfants ou semer le chaos dans les salles de classe, dans la cour de l'école. Donc, de préférence, il faut que nous arrêtons les cours d'abord pour voir avec la société civile qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette sécurité qu'on cherche tant puisse arriver à Gao. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu des mouvements de marche, comment dirais-je, dans toute la ville de Gao, même dans les cercles de Gao, pour pouvoir dire non à l'insécurité. Parce qu'on ne peut pas comprendre que, je vous le jure, Gao est rempli de porteurs d'uniforme. La ville de Gao, c'est rempli de porteurs d'uniforme. Mais on n'arrive pas à comprendre qu'on ne peut pas circuler librement ou on ne peut pas faire ses affaires librement dans cette ville où on n'est pas attaqué ou agressé par des bandits armés où on ne sait pas ils viennent d'où. Alors, merci beaucoup Hafizou Maïga. Anas Ahmadou, la force G également, je pense, qui est impliquée dans ce qu'on appelle les actions liées à la sécurisation de la ville de Gao. Vous manifestez souvent votre colère. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec vos doléances, on va dire? Bon, presque tout Gao a suivi le mouvement décidé par les centrales syndicales. Et au-delà, ce n'est pas que la ville de Gao. Il faut aussi parler de Dansongo. Et plus loin, jusque vers Menaka. Et de l'autre côté, Tessit. En fait, l'insécurité dans la ville de Gao aujourd'hui ne pousse pas un déplacement massif des populations. Certes, les gens souffrent, mais dans d'autres localités, c'est des villages entiers qui se déplacent. Et des centaines de populations se font massacrer. Donc c'est un peu à cause de tout cela qu'il y a eu ce mouvement de protestation de 2 jours. Bon, aujourd'hui, pas seulement la FONGE aujourd'hui,
presque dans toutes les organisations de la société civile se sont à un moment donné levées contre cette situation d'insécurité qui, à partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui, n'a cessé de se dégrader. En fait. La situation sécuritaire, à partir de 2015, certains d'entre nous disons même que la signature de l'accord, Gao a été en partie victime de la signature de l'accord. Parce que ça a permis à tous les mouvements armés de pouvoir venir à Gao, circuler librement. L'installation des camps de cantonnement qui a commencé avec MOC et ça a encore encouragé l'insécurité. Et au-delà, nous par exemple, dans les actions engagées depuis 2016, je dirais, il y avait eu des marches à partir de 2015. Et en 2017, en août 2017, nous avons organisé un mois de patrouille nocturne dans la ville de Gao et qui a consisté à juste occuper des points sensibles dans la ville, la présence, parce que quand on laisse l'espace, ça crée un désordre. Chacun peut en profiter. Donc pendant un mois, la ville n'a pas connu un incident sécuritaire majeur. Et jusqu'à aujourd'hui, que ce soit les discussions avec les autorités régionales, que ce soit les discussions directement avec les forces de sécurité et d'autres, nous sommes impliqués au plus haut niveau dans la recherche des solutions pour trouver une sécurité durable et pérenne à Gao. Comment est-ce que vous expliquez cette insécurité dans les centres-villes? Parce que ce n'est pas seulement la présence des mouvements armés. Est-ce que c'est la seule raison? Non, ce n'est pas la seule. Au fait, l'État a démissionné, au fait. L'État a démissionné, il faut le dire. Il y a un réel manque de volonté de la part des autorités. Malgré, par exemple, le Dougouba Sigui, effectivement. C'est l'opération. Exactement. Bon, l'opération a débuté il y a juste pas plus de 10-11 jours. Donc, on attend les résultats. Hier, il y a eu un point de presse pour annoncer les résultats exactement. Donc, nous attendons. Mais pour l'instant, les braquages continuent à l'intérieur de la ville et aux alentours. Donc, on dit que l'opération va se dérouler non seulement à l'intérieur de la ville, mais tout autour de la ville aussi. Ok. Alors, Aboukrin Touré, est-ce que ce n'est pas un problème de communication au niveau de l'État? Est-ce que l'État agit, mais ce n'est pas visible? Bien, M. Mega, permettez-moi, avant de répondre à votre question, de paraphraser un peu les philosophes indiens qui disaient, ceci, je cite, pour progresser, il faut éviter de répéter l'histoire. Il faut fondamentalement ajouter quelque chose de substantiel à ce que nos ancêtres nous ont laissé. Pour dire que cette citation à Gao n'est pas forcément due à un problème de communication, pour revenir à votre question, de la part des autorités. Vous savez, de 2017 à nos jours, Gao a connu 3 gouverneurs. Pour dire qu'effectivement, tout ce qui a été posé comme initiative n'a pas malheureusement fait recette. Tous les gouverneurs qui sont appelés à rendre service à Gao ont pris l'engagement devant la société civile de trouver des solutions aux problèmes qui n'ont qu'introduits. Mais malheureusement, au problème d'insécurité est venu s'ajouter le problème d'insécurité alimentaire. C'est ça la vérité. Les premiers devoirs de l'État. L'insécurité alimentaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer L'insécurité alimentaire, c'est le fait que les déplacés qui sont venus de toutes parts sont venus s'ajouter à la population de Gao et ont contribué à une inflation locale. Parce que les prix des denrées alimentaires peuvent ne pas avoir, en tout cas, peuvent ne pas être les mêmes prix qu'ici à Bamako. Donc la vie est plus chère à Gao, peut-être qu'à Bamako, dû au fait que les déplacés sont venus. Il y a une concentration de la population. Des déplacés qui sont venus des autres zones, qui ont été envahis par des groupes armés. On a tué plusieurs hommes, on a libéré les femmes. J'ai suivi Binta Wallet Farana qui disait à un organe de presse qu'elle a assisté à des femmes qui ont accouché sous ses yeux et qui ont été obligées de jeter leurs enfants. Parce qu'elles ne sont pas en mesure de les sécuriser. Et elles-mêmes,
elles étaient sur les qui-vive. Elles voulaient juste, en tout cas, sauver les vies. Donc, toutes ces populations meurtries qui sont venues de toutes parts, de toutes les zones, sont venues aux alentours de Gao et ont continué à rendre la vie chère. C'est pourquoi je disais qu'au problème d'insécurité physique est venu s'ajouter le problème d'insécurité alimentaire, parce qu'aujourd'hui, le programme des Nations Unies et ses partenaires à Gao ont dénombré plus de 115 000 populations qui sont exposées au problème d'insécurité alimentaire. Donc les autorités sont dépassées par la situation. Mais il faut avoir le courage du président congolais qui a dit ouvertement que la solution de ce problème de Gao, le président congolais, il est dans un cas similaire, le Kivu. Okay. Le Kivu aujourd'hui, le Nord Kivu est en tout cas menacé à ce problème d'insécurité, et le président congolais a dit ouvertement qu'il demande à toutes les communautés de la zone du Nord Kivu de prendre les responsabilités, de faire engager les jeunes pour sécuriser la population. Parce qu'en réalité, les papous, permettez-moi l'expression, et les leviers qui sont engagés au nord sont recroquevillés sur eux-mêmes dans des camps. J'ai été là-bas. On n'est pas venu me le dire. J'ai vécu ça personnellement. J'ai quitté Ansongo il n'y a pas longtemps. J'ai vu ce qui se passe. À Lamzanga, vous voyez les camps qui est bien rempli de soldats, mais il n'y a pas de patrouille régulière. Souvent, on vous souffle qu'il y a des problèmes de carburant. Nous, on ne comprend pas. Chaque fois que la société civile et tous les autres partenaires, les jeunes leaders qui viennent interpeller les autorités ici à Bamako, les autorités s'engagent solennellement à trouver des solutions. On pense que ces solutions ne peuvent pas être trouvées si des investissements ne sont pas faits. Les investissements commencent par mettre à disposition des militaires du carburant pour que... On va revenir aux solutions. Donc, ce n'est pas forcément un problème de communication. Oui. Ce qui se pose réellement, c'est un abandon. Et le premier devoir de l'État, c'est la sécurité. Un citoyen qui ne se sent pas en sécurité a le devoir de ne pas reconnaître l'exercice du pouvoir d'État. Bien. Alors, Al-Mahdi Moustapha Cissé de Songwe Chawarabato, vous avez plusieurs fois fait des communiqués sur la situation sécuritaire. Aujourd'hui, quel est votre état d'esprit par rapport à la gestion de cette insécurité? Bon, je remercie tous nos téléspectateurs. Après ces brillantes analyses, est-ce que je dois dire quelque chose encore? Sauf que moi, je pense qu'il ne faut pas voir les choses de la même manière. Le problème de l'insécurité ne date pas d'aujourd'hui. Il faut remonter en 1994 avec le régime Konaré. Comment sont venus les gens du FIS? L'État du Mali a accepté que des terroristes qui ont... le Front islamique pour le salut des Algériens, on a fermé les yeux, ils se sont implantés. Ça, c'est d'abord sous le régime de l'ADEMA du président Alpha Oumar Konaré. On a dit non, ils ne font rien, on a fermé, et puis on a laissé, la nature ayant horreur du vide, on a laissé développer une sorte de crime organisé, de trafic de tout genre. Ils se sont implantés. Le régime ATT a empiré avec les histoires des otages. Donc le nord du Mali est devenu un nid gangréné de toutes sortes. Aujourd'hui, avec Ibeka, on a vu ce que ça a donné. Donc c'est la conséquence de tous ces phénomènes. Maintenant, parlons de l'insécurité actuelle. Je suis content que les uns et les autres, que les enseignants enfin, parce que peut-être que ça a touché leur portefeuille, mais les gens meurent depuis des années. Les gens meurent depuis des années, et ceux qui meurent, on n'en parle pas. Il y a deux phénomènes au nord. Il y a la montée en puissance de l'armée et la montée en puissance de l'insécurité. Nous ne sommes pas dans une zone de savane où des milliers de troupes, on peut les amener d'une localité de Tessit jusqu'au Niger sans que les appareils, les aéronefs, personne n'en parle. Ça, nous, on ne comprend pas. Maintenant, l'autre erreur que tout le monde a commise, même nous, c'est dire qu'il faut armer les gens. Tout militaire qui n'a pas une formation idéologique est un criminel en puissance, disait Thomas Sankara. Aujourd'hui, les bandits sont nos enfants, sont nos frères. Il ne faut pas se cacher. Aujourd'hui, quand vous partez à Gao, depuis le mois comme Anas a dit, Gao n'existe qu'au niveau du pont de Wabaria, au niveau de Bilakalo vers Kidal et au niveau de Bera. Il y a deux checkpoints. Il y a les checkpoints de la CEMA et le groupe sédentaire. Nos groupes sédentaires, même, au lieu de critiquer la CEMA, nos groupes armés sédentaires, l'argent qu'ils prélèvent, qu'est-ce qu'ils font de cette armée? Quand on enlève des bétails à Kobe, à Gabura, à 30 km de Gao, nos jeunes sont là, ils prennent du thé, ils n'arrivent même pas à poursuivre. Il faut tenter l'action, mourir, on va dire que vous avez échoué. Donc la responsabilité est commune. Pour résumer, c'est qu'on ne peut pas
déléguer la sécurité à des groupes armés futurs sédentaires. Et puis l'autre conséquence, c'est l'accord d'Alger, qu'il faut mettre à la poubelle. Avant la signature de l'accord, Gao tenait. Mais depuis la signature de l'accord, il n'y a pas eu de DDR, les gens n'ont pas été désarmés, ils sont démobilisés, ils ont des chefs de famille, ils ont des fusils, ils sont devenus des criminels à gages. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Le gouverneur n'est qu'un représentant qui n'a aucun moyen au-delà de sa zone, de sa résidence. Tu peux rentrer et sortir, le gouverneur ne peut pas t'empêcher que tu rentres à Gao ou que tu sortes à Gao. Donc si l'État n'arrive pas à s'assumer, nous avons aussi une part de responsabilité. Nous avons trop souvent, nous qui parlons, on a été considérés comme des aigris. Mais les notabilités civiles de Gao, nos papas qui sont là-bas, qui chaque fois quand il y a des rencontres qui viennent, mais que quand on n'est pas content, il faut dire non, et quand on souffre, il faut l'exprimer. On peut pas, l'État c'est comme une vache laitière, c'est ce que les autres ont compris. Pour avoir du lait, il faut donner des coups aux mamelles. Mais on a tellement aimé le Mali plus que nous-mêmes, et aujourd'hui même des farfelus sortent pour dire que Gao, parce qu'il y a ceci, c'est là que Gao est en train de souffrir parce que nous sommes nous-mêmes. Maintenant, l'insécurité, les problèmes aujourd'hui que nos amis enseignants qui souffrent, je suis content, mais les gens meurent depuis. La ville aujourd'hui, il y a deux choses qu'il faut connaître. Ce phénomène va arriver parce que nous l'avons provoqué. Le fait de dire à la France de partir, on ne peut pas gifler le diable et ne pas s'attendre à une représailles. Et puis il y a autre facteur qu'il faut dire. Nos pays partenaires comme l'Algérie, comme la Mauritanie ne jouent pas franc jeu avec le Mali. Qui héberge les terroristes? Quand ils sont malades, quand on les bombarde, où se ravitaillent-ils? Mais que le Mali ait le courage aussi de voir sa coopération avec l'Algérie. Ok. Alors, est-ce que concrètement, le DDR, le processus DDR, va permettre véritablement de mettre fin à ces assassinats ciblés, à ces braquages? Le processus de DDR, à mon avis, c'est du folklore. Plus que ça. Des gens ont signé au nom des populations qui ne représentent rien. Je le dis haut et fort, du haut de votre tribune. Ceux qui ont signé l'accord en 2015, s'ils avaient les moyens, l'insécurité n'allait pas devenir comme un cancer en métastase. Ils ne représentent rien. On a toujours dit lors des FRA qu'il faut une rélecture de l'accord. Aujourd'hui, les forces en présence d'Aesh, Jinim et autres là, ils sont plus puissants que la CEMA, que la plateforme, qui n'existe, il faut négocier avec eux. Qui n'existe que parce qu'ils signent et ils touchent des prédents au niveau de Bamako. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à partir au terrain. Tu as vu l'appel du général Gabou? S'ils avaient la puissance. Donc, il faut que l'État ait le courage de dire que l'accord est caduc. Un mal qui si tu prends une thérapie qui ne te soigne pas pendant 7 ans, c'est que ça veut dire que ça ne va pas. Donc, le diagnostic est mauvais. Aujourd'hui, le problème n'est plus Gao. Il y a le centre. C'est vrai, il faut aussi reconnaître que l'État fait des efforts, mais on a cumulé un certain nombre de facteurs qui font que la situation est très difficile. Et puis l'autre chose, il y a l'économie criminelle de la drogue et du trafic d'influence. Nos jeunes sont devenus des fantômes, c'est eux qui consomment la drogue, c'est eux qui sont les histoires de prise d'otages. C'est un réseau mafieux, ou même certains responsables de l'État sont complices. Comment une zone où il y a des réseaux, où tout le monde peut être sur écoute, des numéros qui sont connus, identifiés, à qui on dépose de l'argent, on n'arrive pas à arrêter les gens. Tous ces facteurs font que, bon, la responsabilité première de tout, c'est l'État. Il faut dire que l'État n'a pas à s'assumer, on incite l'État à s'assumer. Sinon, les groupes armés, sédentaires ou nomades, pour moi, c'est du poupeau, ils ne vivent que du business et du fonds de commerce sur la misère des populations. Alors, Hafiz Ouméga, rapidement, quelle est votre lecture maintenant, de façon générale, sur la situation sécuritaire? Parce qu'apparemment, Bourem n'a pas observé ce mouvement de grève, mais en Songo, oui, je pense bien. Voilà, vous, quelle est votre lecture de façon générale? Méga, tu sais, qu'on se dise parfois la vérité. Cette situation de sécurité-là, moi, le 23, 24, 25 septembre, je partais à Gao. Avant d'arriver au pont de Wabaria, il y a un village là-bas, Kadji, si je ne me trompe pas du nom. Il y a les éléments du CSP qui étaient là-bas,
qui nous fait descendre des véhicules et nous demande de payer 5 000 pour ceux qui n'ont pas de carte. Et ceux qui ont la carte d'identité nationale, ça je le dis haut et fort, 3 000 francs. Ceux qui ont la carte d'identité civile, ININA, 2 500. Vous payez ou bien vous ne passez pas. Et les militaires sont au niveau du pont de Wabaria. On a passé 30 minutes avec eux. C'est pour dire que ces choses-là se passent aux yeux, à l'issue de tout le monde. Tout le monde est au courant. Et personne ne fait rien. Et c'est ça qui continue à se développer. Dans la ville de Gao, dans le cercle d'Ansongo, même prochainement, ça ne va pas tarder, dans le cercle de Bourem. Parce que quand Ansongo a atteint, Gao a atteint, Bourem se ravitaille à Gao. Et c'est un problème. Parce qu'entre Bourem et Gao, tu ne peux pas voyager tranquillement. Tu as une petite somme de 50 000 francs avec toi, dis-toi qu'on va récupérer ça. Ok. Anas, est-ce que les acteurs de cette insécurité ne sont pas dans la ville de Gao? Est-ce que c'est les gens qui viennent faire leurs actions, mener leurs actions, ensuite quitter carrément la ville, ou c'est des acteurs qui sont là, qui peut-être animent cette insécurité? Bon, je pense que la question... Ce n'est pas à moi qu'on doit poser cette question. Exactement, mais je vais répondre quand même. En fait, nous disons le fait même qu'on n'arrive pas à trouver une solution, qu'on n'arrive pas à identifier des gens à chaque fois qu'il y a des incidents sécuritaires, c'est parce qu'on se dit à un moment donné que les gens se trouvent à Gao, qui sont des Gao, et peut-être qui se cacheraient même à Gao, en fait. Donc, c'est un peu ce que nous disons. Parce que des gens qui viennent, ils braquent quelqu'un, ils prennent la moto ou le véhicule, et paf, 5 minutes, 10 minutes, ils disparaissent. Personne ne peut dire où ils sont partis. Donc, des gens sont enlevés. Ils disparaissent. Personne ne sait où ils ont été amenés. Donc, bon, nous disons, peut-être, tout se passe à Gao parce que ceux qui agissent sont à Gao. Ils peuvent être de Gao, ils peuvent ne pas être de Gao. Mais ce qui est sûr, c'est des réseaux bien organisés qui connaissent la ville, qui savent où rentrer et où sortir. Alors, est-ce que les déplacés près de Gao, je pense, quittant Ansongo pour venir à Gao, est-ce que cette zone occupée aujourd'hui par des déplacés ne constitue pas un autre danger pour en fait, et en quoi cela constitue? En fait, depuis les premières arrivées de population, des organisations de la société civile ont saisi les plus hautes autorités. Parce que les gens s'inquiètent, au fait. Pas seulement pour leur sécurité, ou bien, mais pour aussi la situation de ces déplacés-là. Et c'est des gens qui viennent, qui vivent dans des situations pas du tout humaines. Donc, et souvent, même l'assistance humanitaire n'existe pas. Donc, il y a aussi le fait que ceux qui viennent, pas tous, mais ceux qui viennent, on ne sait pas si tous sont des civils qui fuient des zones d'insécurité, ou ils peuvent être infiltrés par des malfrats, par des gens mal intentionnés. Donc, les gens qui peuvent faire quelque chose. Exactement. Et le fait aussi que ces gens, en fait, ce n'est pas seulement vers la sortie d'Ansongo. Aujourd'hui, tout autour de Gao, de tous les côtés, il y a des camps de déplacés. Et à l'intérieur de Gao, il y a des camps de déplacés. Et qui ne viennent pas seulement, les déplacés ne viennent pas seulement d'Ansongo, de Tessit ou de Meneka. Mais aussi, il y a des sites de déplacés identifiés où les occupants viennent du centre du pays. Ah oui, au centre du Mali. De Douanza, exactement. Okay. Donc, ça, je ne savais pas. Allez-y, Aboukri, une réaction. Et pour abonder dans le même sens que mon frère de la Force G, je pense que ce qu'il faut pour la ville de Gao, c'est de pouvoir créer une configuration dans laquelle la véritable expression de l'état de droit puisse être promise. Vous savez, je parle sous le contrôle du représentant de la Force G. Nous avons ici la confidence de certains leaders de la jeunesse de Gao qui nous ont dit que lorsque les équipes de patrouille ont été mises sur place et qu'elles ont contribué en tout cas à créer une situation stable en matière de sécurité, chaque fois qu'on met les grappins, c'est quelqu'un qui a été accusé d'être en tout cas à l'origine d'un incident et qu'on les met à la disposition des autorités compétentes,
quelques jours plus tard, on les voit en liberté. Et cela constitutionnellement une menace pour celui qui l'a arrêté. Vous savez, donc, celui qui l'a dénoncé et qui l'a conduit devant les autorités. C'est pourquoi je dis qu'il est important qu'une configuration qui soit en phase avec l'expression d'un état de droit. Il faut qu'au sein de la ville de Gao, tous les services compétents puissent jouer le rôle. La gendarmerie, les forces armées de sécurité, le gouverneur, en tout cas en tant que président de l'État, doit pouvoir coordonner toutes ces actions de façon à ce que ceux qui ont été accusés, les grands frères Mahdi l'a dit, aujourd'hui avec le numéro Orange Money, quelqu'un qui prend une personne en otage et qui demande une rançon, l'État peut se donner les moyens à travers son numéro Orange Money sur lequel le dépôt a été fait pour l'appréhender. Donc il faut un minimum de justice. Parce que la personne qui envoie par exemple l'argent n'a pas peur de communiquer ce numéro, je ne sais pas, par peur de représailles, je ne sais pas après. Voilà, parce elle doit avoir peur parce qu'elle n'est pas en sécurité. Voilà. Et pour qu'elle soit en sécurité, il faut que d'abord que la justice passe. La justice doit passer comment? Il faut donner une suite, en tout cas, rationnelle à l'action pénale. Il faut que les intéressés soient condamnés et qu'ils soient mis en prison. Mais si on les libère quelques jours plus tard, là-dessus, je vais réagir rapidement. Juste un détail. Au fait, plusieurs fois, des gens sont enlevés. Ils reviennent, mais jamais, que ce soit dans la famille, ou que ce soit autour, des enquêtes ne sont jamais menées. En fait, des gens vont, ils reviennent parce que la famille a agi, mais jamais parce que la gendarmerie, la police ou autre. Et même quand les gens reviennent, rarement on voit des forces de sécurité viennent voir qu'est-ce qui s'est passé, s'ils ont une idée de qui est derrière ça. Exactement, en fait. Ah non, mais là-dessus, j'allais bondir pour dédouaner la justice. On se rappelle, il y a 2 ans, le procureur Koné, lors de l'investiture d'un gouverneur, a dit haut ce que tout le monde pense bas. Il dit que les criminels à Gao sont connus et toutes les fois où il les appréhende, Bamako appelle mettre la pression, leur demande de laisser. Et quelques temps après, le monsieur a été muté sur Banyagara. Ah oui? Qu'est-ce qui explique ça? Mais il a dit lors d'une audience publique. Le procureur de la République l'a dit lors d'une audience publique. Il dit que les criminels sont connus. Ceux qui font les attaques, qui tuent les gens sont connus. Et toutes les fois, ils essaient de les appréhender. C'est l'État au niveau qui s'ingère. Au niveau. Au plus haut niveau. Et 2 mois, quelques temps après, on l'a relevé, on l'a muté à Banyagara. Ça veut dire que tout le problème aussi, il faut dire, c'est une question de justice sociale. Il y a trop d'acteurs informels qui jouent des prébendes avec leur position et qui interfèrent sur des dossiers à la justice. Un juge courageux qui prend des dossiers et après on lui dit de laisser, mais il ne va pas risquer sa vie pour rien. Ça, c'est juste une parenthèse par rapport au volet de la justice. On va aller rapidement sur les solutions plutôt. Bon, la solution n'est pas miraculeuse. La solution aujourd'hui, il ne faut pas attendre la solution avec les populations des gens de Gao ou de Tombouctou qui sont éprouvés depuis des années. Ils sont dans une situation où c'est le fatalisme, quoi. Ils ne se remettent qu'à Dieu. La solution, c'est l'État. Parce que soit l'État s'assume, ou bien nous dit clairement qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer la protection des populations et de leurs biens. Aujourd'hui, l'inquiétude, c'est un génocide. Les gens sont déracinés. Non, il faut dire les mots. Mais regarde les gens de Bentia, toutes ces localités où les chefs de village sont obligés de quitter les terres où ils ont vu naître leurs ancêtres et qui sont déplacés, c'est même perdre une partie de sa dignité. Oui. Et aujourd'hui, on ne peut pas concevoir qu'un chef de village, le conseiller de Bara qu'on a pris, on a demandé 25 millions, le lendemain, on l'a trouvé mort. Et c'est partout au niveau de... Et puis l'autre chose qu'il faut dire, le gouvernement d'Ibeka a signé des arrangements qui n'ont pas été rendus publics pour que la CEMA signe. Est-ce que vous savez que dans certaines localités, on a laissé la gestion, l'administration à la CEMA? Le bac de Rarousse, c'est la CEMA qui gère. Toutes ces entrées, c'est de l'argent, mais l'État dit qu'il a des problèmes d'argent, alors que des groupes armés prélèvent de l'argent. Quand vous prenez le site d'Ntahaka, journalièrement, c'est entre 60 à 80 millions que le CPS prélève.
Mais ce groupe armé le CSP, cadre stratégique permanent. Mais avec des narcotrafiquants de tout acabit, de différents horizons, et l'État ferme les yeux. Vous avez besoin d'argent là, allez-y, prendre l'argent sur nos trucs. Et puis l'autre chose, c'est que quand tu prends Bourrin, il n'y a plus de bras valides. Tous les jeunes sont devenus... Est-ce que vous avez lu Les Misérables de Victor Hugo? Oui, c'est le personnage de Jean Calvin, Jean Valjean. C'est des loques humaines. Même nos sœurs sont exploitées avec les cyanures. On risque même d'avoir un problème écologique dans quelques années. Parce qu'ils ont fait des forages à quelques encablures du fleuve Niger pour traiter et manipuler ce produit-là. Et l'État ferme ses yeux dessus. Donc la solution pour nous, c'est d'abord, si l'État ne veut pas de nous, qu'on taise nos querelles intestines. Parce que le problème de Nordi, c'est qu'il n'y a pas de leadership. On n'est jamais d'accord pour que lui, il soit notre porte-parole. Dès qu'il commence à parler, on dit qu'il n'est pas bon. Au niveau de l'essentiel, qu'on se ressaisisse et qu'on ait une plateforme commune pour défendre. Après, quand on aura la paix et la sécurité, on peut parler de politique. Mais on est éternellement de la division. Si l'État se désengage, c'est pour aller vers quoi? Vers un État Non, on ne va jamais mourir. Ah, non, ça, 2012, on nous a dit qu'on va mourir. Mais je ne fais pas l'apologie du terrorisme. Mais à un moment donné, il y avait plus de sécurité à Gao. Tu laisses ta moto, même une aiguille, le lendemain, tu le trouves. Mais aujourd'hui, nous, on est dans un cadre républicain laïque. C'est à l'État de s'assumer. Ou nous dire qu'il n'a pas les moyens de s'assumer ou d'adopter d'autres mécanismes. Mais le problème de notre État, il continue à s'entêter pour dire que l'accord est bon parce qu'il y a des partenaires qui lui poussent à maintenir l'accord. Tout le problème de l'insécurité au nord, je l'ai dit, je le répète, c'est l'accord dit d'Alger. Okay. Merci. Oui. Des solutions rapidement pour... Non, il a dit, vous savez, il faut seulement aller du postulat que les acteurs de l'accord d'Alger, aujourd'hui, n'ont pas pu aider l'État à amener la sécurité au nord. Et l'État est parti. L'État a fait tellement de concessions pour ces gens, mais malheureusement, ils n'ont pas été en mesure de... On est dans un processus de transition, il y a la refondation en cours. Est-ce que c'est le même État qui aujourd'hui, on doit avoir quand même un État plus fort, en principe? Oui, mais l'État a tellement de priorités que souvent... Ils oublient même que la sécurité est la priorité des priorités. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller vers une révision de cet accord. De façon je pense que l'État reconnaît que c'est la question sécuritaire qu'il faut gérer en priorité. C'est d'ailleurs ce qui a valu, on va dire, la prolongation, comment on va dire, l'augmentation sur la durée de la... Mais cela ne fait pas cet accord. Donc, il faut malheureusement, rapidement faire un diagnostic. Lui l'a dit, le diagnostic est mauvais. Donc il faut avoir le courage politique de tenter autre chose, d'explorer d'autres initiatives. Parce que dans tous les cas, quand il n'y a pas de sécurité, toutes les autres initiatives de développement sont vouées à l'échec. Nous sommes convaincus que l'État doit s'assumer. Les communautés sédentaires font partie de communautés qui sont avec les principes de l'individualité de l'État. Ils ont combattu toutes les autres communautés qui ont voulu aller vers le fédéralisme. Donc la moindre des choses, c'est de les apporter de la sécurité. C'est de les assurer que l'État est au fou et au moulin. Est-ce que le fédéralisme reste la seule solution alternative aujourd'hui pour les régions du Nord? Bon, je crois que la décentralisation poussée peut être aussi une solution. Mais le fédéralisme, je pense qu'il y a d'autres enjeux qui font que nous ne sommes pas autorisés à tenter cela. Parce qu'ailleurs, cela n'a pas fait recette. C'est dangereux d'aller vers ça. Je pense qu'il faut responsabiliser les populations locales. Il faut créer des organes électifs au niveau local et les responsabiliser sur un certain nombre d'aspects, notamment la sécurité, la santé et l'éducation. C'est peut-être un début de solution. Mais aujourd'hui, fondamentalement, ça urge à Gao. Parce que ces débuts de désobéissance civile, nous sommes tous des natifs du Nord. On ne peut pas encourager que des populations s'élèvent contre l'autorité établie. Mais souvent, c'est des propos de désespoir. C'est une citation désespérée qui nous pousse à tenir des propos et à défier l'État. Donc il appartient à l'État de trouver, vaille que vaille, les moyens immédiatement. Sinon, on risque de ne pas, malheureusement, être là un jour pour commenter la situation. Alors, la centralisation des solutions, on va dire, apportées par l'État continue à être un frein. Par exemple, à Bamako, on sait que tout continue à être géré, à se faire à Bamako. Al-Mahdi l'a expliqué tantôt. Est-ce que vous pensez qu'au niveau local, il y a des solutions alternatives à tout ça? Moi, je veux rejoindre directement les deux frères par rapport aux solutions. Vous savez, l'État est entièrement responsable de la sécurité d'une personne ou d'un bien. L'État est responsable. Mais ce qui se passe
en vrai dire. Pour l'habitant de Bamako ou pour l'autorité de Bamako, on dirait que tout est Bamako. La sécurité, quand Bamako est en l'aise, on croit que tout est bien. Au lieu que, tout près de Bamako, l'insécurité grandissante est là. Donc, il faut quand même que l'État s'assume. Comme lui, il a eu à le dire, et moi je le rejoins. Si l'État ne s'assume pas, que l'État dise quelque chose à la population, je n'arrive plus à te nourrir. Si je n'arrive plus à te nourrir en tant que chef de famille, tu peux aller chercher à manger là où tu veux. Vous proposez quelle forme l'État dans ce cas? Est-ce qu'il faut aller vers une autonomisation de nos régions ou je ne sais pas? Non, bon, la décentralisation poussée, ça c'est plus mieux. C'est autre chose. Tout ça là, c'est autre chose. Parce que tout ça là va amener encore des situations où on ne s'attendait pas. Vous savez, ces gens qui représentent, surtout le problème d'accord là, moi je dirais directement de mettre cet accord dans la poubelle. Parce que ça ne marche pas. Avec ça, ça ne peut pas marcher. Ces gens ne sont responsables de rien encore. Ils viennent à Bamako, ils sont dans le CNT, dans les bureaux ministériels, ils gèrent. Il faut dire les choses comme ils sont. Mais ils ne représentent pas la population de Gao, en vrai dire. Tous ceux qui sont là, membres du CNT, dans le gouvernement, au nom de... il y a quand même beaucoup de ressortissants de Gao, du Nord, qui sont là, Bamako, qui sont non, je parle de ceux qui parlent au nom des plateformes ici. Ce n'est pas tout le monde qui parle au nom des plateformes. Il y a des gens qui parlent vous savez... Des mouvements armés. Oui, il faut encore que la justice s'établit. Parce que, vous savez, le problème est qu'après une guerre, bon, il faut se donner la main, c'est fini, la guerre est finie, la paix. Ça ne peut pas aller. Des gens qui ont assassiné des gens, qui continuent à assassiner des gens, ça ne peut pas aller. Il faut une justice. Il faut une justice solide encore. Il faut que la séparation des pouvoirs se présente. Il faut que l'État reste à sa place, pouvoir exécutif, et que le pouvoir judiciaire, qui est la justice, reste à sa place et joue son rôle. Mais quand on interpelle un vagabond de nature, on l'amène devant en haut, on l'appelle pour libérer. Alors on va évidemment vers la fin. En termes de proposition de solution, vous, qu'est-ce que vous préconisez? Déjà, comme tout le monde l'a dit, il faut que l'État s'assume en fait. Et surtout quand il s'agit de populations qui majoritairement souvent mettent leur vie en danger pour que l'autorité de l'État s'affirme. Que ce soit à Gao, que ce soit à Bourem, que ce soit à Ansongo, c'est des populations qui, la majorité des manifestations organisées, c'est pour essayer de renforcer l'autorité de l'État. De 2013 à aujourd'hui. Les gens ont tout fait. Des gens s'exposent souvent publiquement pour aider ou appuyer l'État dans certaines situations. Mais jusque-là, la volonté manque et l'État, au lieu même d'essayer de faire le minimum, on recule. Actuellement, il y a la psychose dans nos zones parce que les gens ont peur de revenir à une situation semblable à celle de 2012 ou même pire que celle de 2012. Vous voyez? Donc, il faut que l'État s'assume. Mais il faudra... Est-ce qu'il faut attendre l'État? En fait, c'est que les gens... En fait, qu'est-ce que des citoyens ne peuvent rien faire d'autre que d'agir dans le cadre de la légalité. Et dans ce cadre-là, les gens marchent régulièrement. Les gens protestent comme prescrit par la loi. Donc, c'est un peu ça. Les gens ne peuvent pas aller au-delà, en fait. Béraud l'a dit. Nous sommes des républicains, nous continuons à être des républicains, des Maliens convaincus. À continuer à aimer le Mali. Et nous, nos populations se soumettent au vouloir du Mali, des autorités à Bamako. Donc, c'est à elles d'agir et dans l'intérêt des populations. Parlant de l'accord aujourd'hui, en fait, le problème, ce n'était pas l'accord lui-même, mais la mise en œuvre de l'accord, selon moi. En fait, on a mis la charrue avant le bœuf, et là, ça a créé plus de problèmes à nos populations, sans aucune exception. Sans aucune exception. Toutes les communautés, toutes les populations ont été victimes, sédentaires ont été victimes de l'accord. Toutes les communautés sédentaires et nomades sont aujourd'hui victimes de cette insécurité. Et qui est en train d'en bénéficier? Ceux qui agissent pour maintenir cette situation d'insécurité. Et ceux-ci peuvent être de toutes les couleurs, de toutes les communautés. C'est ça en fait.
Un dernier mot sur on va dire la sortie des anciens travailleurs de l'opération Barkhane à Gao, qui fait d'ailleurs un peu polémique sur les réseaux sociaux. La France est partie, je pense déjà du Sahel même. Vous, quelle est votre réaction? C'est votre dernier mot. Par rapport aux anciens travailleurs qui réclament, qui disent être aujourd'hui en train de vivre, sont dans des conditions difficiles. Bon, moi je dirais à mes frères, bon, l'État, certes, nous on a voulu que Barkhane quitte le territoire malien. Et des gens travaillent avec Barkhane combien d'années? Et c'est avec ça que beaucoup de familles ont vu leurs recettes améliorées, en vrai dire. Donc maintenant, quand on a pris la décision de mettre ces gens-là à la porte du Mali, et maintenant il faut une solution pour ces gens-là. Au moins c'est pour voir... Quelle solution? L'État a les moyens pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour garder ces gens-là sur place. Parce que quand tu laisses quelqu'un aussi avec une faim, il devient aussi plus dangereux que celui que tu penses. Parce que ceux qui sont là, ils n'ont plus l'argent où chaque fin du mois, tu gagnes quelque chose. Il n'y a plus ça. Maintenant, l'État allait organiser quelque chose, les appeler même, voir si on peut les intégrer quelque part et voir dans l'armée ou voir dans des situations commerciales. Alors, en fait, moi je trouve seulement qu'à ce niveau, on souffle les chauds et les froids. Parce que moi, je me rappelle, j'étais encore en Songo, quand des jeunes se sont levés contre la présence de Barkhane. À Gao, c'était le même cas, parce qu'on était convaincus que nos autorités ont raison. Le départ de Barkhane va être le début de la solution pour la sécurisation de la région du Nord. Donc c'est le prix à payer. Si nous voulons que la sécurité revienne au Mali et que la présence de Barkhane constitue une réelle menace pour cette sécurité, il faut faire partie de Barkhane. Maintenant, les jeunes qui sont là, il appartient au pouvoir public de créer des initiatives, des projets de développement pour les récupérer. Comme il a dit, c'est des futurs bandits. C'est des gens qui ont profité de leur emploi avec Barkhane pour créer des foyers, pour avoir des familles. Aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins fondamentaux de leur famille. Ils sont prêts à tout. Peut-être c'est pourquoi le représentant de la force disait que, ou bien c'était les grands frères, que souvent c'est nous-mêmes qui constituons le problème à nous. Parce que ce sont nos frères qui se rétractent aux extrémités, aux périphéries de la ville pour poser des actes de banditisme. C'est parce que c'est peut-être dans ça qu'ils ont l'air salis. Donc l'État doit pouvoir encadrer ces jeunes. S'il faut lever un recrutement massif pour les récupérer dans l'armée, sinon que réellement ils sont en tout cas un vivier du banditisme aussi qu'il faut fondamentalement encadrer. Ces anciens travailleurs interrogent sur lesquels le banditisme peut se développer. Moi je vois la situation de manière, de prime abord je les soutiens. Je les soutiens parce que, non pas que c'est des travailleurs qui réclament, mais avec Barkhane, ils ont développé une certaine expertise. Il y a des boulangers, des électriciens. Ces gens-là, l'État doit les récupérer au niveau de la base de Gao. Sinon, ils pourront continuer... La base militaire. La base militaire, ils pourront continuer même pour l'autre camp en termes d'infiltration ou d'information. Parce qu'il y a un vide qui a été laissé. Deuxième lecture et qui me fait craindre, c'est que notre État malheureusement n'anticipe pas sur les choses. Je vais vous donner une citation qui va vous faire rire ou inquiéter. Nous, en 2012, nous avons pris en charge les femmes victimes de violences sexuelles, ce que les gens de Gao appelaient les mégots des djihadistes. La plupart des enfants issus de ces unions incestes, mariages forcés, ont entre 9 et 11 ans. Sans repères, sans actes, et stigmatisés, discriminés. Mais si on ne fait pas pour les récupérer, ils vont être des futurs terroristes. Et on a beau crier à l'État de prendre en charge ces situations parce que ces enfants-là sont en quête de repères, ils sont dans la rue, ils ne peuvent pas être dans cette situation. Les anciens travailleurs de Barkhane aussi, si on ne les récupère pas. Aujourd'hui, le problème d'insécurité, pourquoi s'est développé? Parce que nos groupes armés que Serval a désarmés. Parce que nos gens qui ont pris les armes, qui ont été foués par le commandement de nos propres groupes sédentaires, qui sont retrouvés sans boulot, ils ont été à s'évader partout pour survivre. Ils ont pris eux-mêmes des checkpoints pour braquer les gens. Donc si on n'anticipe pas sur ces situations, ça va créer d'autres problèmes. Donc à l'État de voir. Aujourd'hui c'est Barkhane, demain c'est l'aménagement. Et si l'aménagement quitte aussi, est-ce que Gao va disparaître? Donc il faut que nous soyons responsables, qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs.
En même temps, soyons conscients qu'on ne peut pas avoir la liberté à un prix, l'indépendance à un prix, la sécurité à un prix. Tout à fait. Alors, Anas, rapidement, un dernier mot. Ouais, sur, je rebondis déjà sur ce que disait Béraud. La liberté, la sécurité, l'indépendance, la souveraineté, tout ce qu'on nous vend à Bamako, en fait, ça n'a aucun sens quand un État n'est pas près des citoyens. Quand un citoyen ne mange pas, quand un citoyen sort de chez lui pour se rendre à 2 mètres de l'autre côté, il est braqué, il est tué. Donc, les mots sont beaux, mais les actes sont mieux. Et pour ce qui est du cas des travailleurs de Barkhane, c'est plus de 600 jeunes. Ce n'était pas seulement de la main-d'œuvre, en fait. C'était des prestataires aussi. Il y avait une véritable économie qui est partie avec Barkhane. Des gens qui faisaient employer plusieurs dizaines d'autres jeunes. Donc c'est tout cela qui est tombé à l'eau avec le départ de Barkhane. On parlait de gens qui ont manifesté en Songo, qui ont manifesté à Gao. Vous m'excusez, mais on sait comment ça s'est passé. Voyez. Et les mêmes gens aujourd'hui, certains d'entre eux, pleurent le départ de Barkhane parce qu'ils ont perdu leur emploi. Donc il y a une manipulation autour de tout cela, mais je dis que c'est la responsabilité de l'État de recaser ces jeunes-là. C'était d'abord la responsabilité de l'État d'envisager des mesures d'accompagnement à ces jeunes-là. C'est ce qu'un État sérieux devrait faire. Anticiper. Ouais. Anticiper. Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, il est encore temps. Et l'État doit agir pour que ces jeunes-là ne cèdent à la tentation, qui est très grande dans nos localités. Mais il y a certains qui disent qu'ils ne sont pas les seuls à être désœuvrés, à ne pas avoir de l'emploi. En fait, leur cas est exceptionnel. Ils sont victimes, au fait. Ils sont directement victimes de certaines décisions de nos autorités nationales, il faut oser le dire aussi. Donc, ces gens-là méritent une attention particulière des autorités, dont ils sont aussi victimes. Ok. Merci beaucoup. Voilà, donc je pense que rapidement... Permettez-moi en 30 secondes de rendre hommage à mon cousin Sidi Ag Al-Sotoun qui a été sauvagement assassiné à Menaka, enseignant et conseiller pédagogique au CAP de Menaka. Je voudrais que sa disparition puisse consacrer un début de solution à ce banditisme qui attire trop du personnel au sein du personnel enseignant. Et je lui souhaite paix à son âme et un éternel repos. Merci beaucoup, merci. Voilà, donc c'est ce qui me fait... à ce débat. Alafia Hebdo était consacré donc à la situation sécuritaire dans la région de Gao. Nous étions avec donc M. Abouakrine Toué, il est communicant, M. Al-Mahdi Mustafa Sissi, à côté de lui le président de Songo Shawara Bato, et enfin Anas Ahmadou de la Force G et Hafiz Oumaïga, enseignant juriste. Merci à vous tous d'être là, d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.